Bienvenue à une nouvelle InfoNégo qui est consacrée à répondre à différentes questions sur l'entente de principe qui est proposée aux ouvriers de la fonction publique. Bonjour Maryse. Bonjour Julien. On est maintenant à moins d'une semaine du début de la période de vote sur la question de l'entente de principe des ouvriers. Il y a eu beaucoup de rencontres qui se sont tenues dans les différentes régions du Québec avec les membres pour en expliquer vraiment les détails, répondre aux questions. Tu as aussi tenu un webinaire avec plusieurs membres qui se sont joints à nous de façon virtuelle. Il y a une conférence téléphonique qui s'est tenue également pour informer les membres, leur expliquer sur quoi, dans le fond, il y avait à se prononcer. Au travers de toutes ces rencontres-là, il y a certaines questions qui revenaient peut-être un peu plus fréquemment que d'autres. Et on va profiter du moment qu'on est ensemble aujourd'hui pour passer chacune de ces questions-là puis donner l'opportunité d'y répondre pour l'ensemble des membres. Si tu le permets, on commencerait avec une question qui est quand même assez récente, là, parce que les fonctionnaires se sont vus proposer une offre patronale. Donc, dans leur cas, ce n'était pas une entente de principe et ont choisi de rejeter ce que l'employeur, le gouvernement du Québec, leur offrait. Est-ce que les fonctionnaires viennent de rejeter essentiellement l'offre que les ouvriers se font proposer comme une entente de principe? Pas du tout, Julien. Alors, l'entente de principe qu'on a chez les ouvriers, c'est beaucoup plus généreux que chez les fonctionnaires. Alors, puis nos fonctionnaires sont à même d'analyser la proposition qui leur a été faite par l'employeur. Tu sais, c'est pas une entente de principe. Pourquoi? Parce que déjà, nous, on trouvait ça moins alléchant sur la table de négociation des fonctionnaires. Puis je te dirais que si on compare, par exemple, des primes de pénurie, il y en a plus chez les ouvriers que chez les fonctionnaires. Alors, donc, c'est pour ça que les fonctionnaires ont dit non, mais il y en a plus chez les ouvriers. L'entente de principe, c'est plus généreux que la proposition que l'employeur a faite chez les fonctionnaires. C'est ça. Bon, parfait. Donc, dans leur cas, c'est le conseil de négociation là, qui a décidé que le moment n'était pas venu là, d'aller voir les membres. Ce que je comprends. Peut-être toujours dans le domaine de la comparaison, on sait que dans le secteur public québécois, il y a d'autres syndicats qui ont négocié avec le gouvernement du Québec. Dans leur cas, là, ils ont tous ou presque tous obtenu des ententes. Puis il y en a certains qui négocient pour des groupes de salariés en éducation, en santé, par exemple, qui représentent des employés qui ont des corps d'emploi assez similaires aux nôtres là, du côté des ouvriers. On peut penser à la CSN, à la FTQ également, là, qui a terminé ces négociations. Il y a des membres qui nous demandent comment est-ce que l'offre qui est présentée présentement comme une entente de principe se compare face à ce qui a été accepté par d'autres syndicats jusqu'ici. Alors là-dessus, Julien, je te dirais que sur le paramètre salarial, là, alors par année, là, l'entente de principe qu'on a chez les ouvriers, là, elle est très semblable à ce qui s'est fait, tu l'as dit, à la CSN et à la FTQ. Le paramètre salarial, il ne faut pas se le cacher. Le gouvernement, ce qu'il cherche, c'est tout le monde pareil. Donc, quand on dit 2 par année pour un groupe, sans surprise, les autres groupes vont avoir 2 Maintenant, ce qui nous distingue, c'est que chez nous, chez nos ouvriers à nous, là, qui concernent le SFPQ, on est allé chercher des choses qui sont intéressantes. Puis ces ouvriers-là sont massivement chez nous. Je pense entre autres au COCLEC, je pense entre autres aux chefs d'équipe. Alors, les autres syndicats, ils n'ont pas ces corps d'emploi-là. Fait que pour nous, c'est comme ça qu'on se distingue aussi des autres, mais que globalement parlant, je te dirais que les ententes se ressemblent beaucoup d'un groupe à l'autre. Je pense qu'on pourrait dire que l'analyse du corps d'emploi ouvrier de voirie pour valider s'il y avait bel et bien une pénurie pour éventuellement tenter d'obtenir une prime pour ces gens-là aussi, c'est spécifique à notre organisation, si je ne me trompe pas. C'est clair, il n'y a pas d'ouvrier de voirie ailleurs. Alors, puis chez nous, ce qu'on a obtenu, c'est un forum de discussion, justement, comme tu viens de le dire, pour analyser est-ce qu'il y a une pénurie chez les ouvriers. Je le dis souvent, l'important, c'était de commencer à mettre un pied dans le pas. Pour ce qu'on espère, la suite de cette opération-là, ça va être à la prochaine négociation. Si effectivement, il y a une pénurie de prouver, nous, la demande qu'on va faire, c'est une pénurie maintenant, la trail est tracée, hein, c'est 10 c'est là qu'on s'en va pour les ouvriers. Mais tu as tout à fait raison. Ouvriers de voirie, là, il y a juste nous autres qui a ça. Il n'y en a pas ailleurs. Voilà. Ça, c'est vraiment plutôt un gain SFPQ. Pour ce qui est du processus, il y a des ouvriers qui posent la question, deux questions essentiellement. Premièrement, une entente de principe, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que, dans le fond, on s'est déjà entendu avec l'employeur, puis là, les bandes, ils votent, mais il y a comme déjà une entente? Donc ça, c'est comme une première question. L'autre question, c'est qui a décidé que l'offre, à ce moment-là, dans les conditions actuelles, en regardant ce que les autres syndicats ont obtenu, c'était une offre qui pouvait être qualifiée d'entente de principe? Est-ce que c'est Maryse Rousseau personnellement qui a pris cette décision-là?
Je pense que les membres aimeraient bien comprendre cette dynamique. Parfait. Alors, dans le fond, on va se rappeler qu'on est en négociation. On avait un comité de négociation, alors sur lequel je faisais partie. Toi aussi, Julien, tu étais là, mais on avait aussi des ouvriers avec nous, là. Alors, on avait 3 ouvriers avec nous sur la table de négociation, 2 chefs d'équipe, puis on avait Alain Pomerleau aussi qui était avec nous. Alors, et quand l'employeur nous est arrivé, à un moment donné, avec ses dernières propositions, on a jugé, donc le comité au grand complet a jugé que la dernière offre de l'employeur, si tu veux, ou nos derniers arguments, ben c'était satisfaisant. Donc, on a dit à l'employeur, nous avons une entente de principe. Donc, on s'est entendu sur les principes. Alors, la convention collective n'est pas écrite, mais ce qu'on dit, c'est que ces principes-là, nous, on trouve ça satisfaisant. Puis après ça, ben, on va aller voir nos instances. Alors, le comité de négociation est allé voir après ça l'exécutif national. L'exécutif national dit OK, parfait, oui, c'est une entente de principe satisfaisante. Maintenant, allons voir notre bureau de coordination nationale. Alors, le bureau de coordination nationale composé principalement des élus de l'organisation. Alors, eux autres aussi, ils ont dit oui, entente de principe satisfaisante. Allons voir le conseil de négociation ouvrier. Alors là, le conseil de négociation ouvrier composé majoritairement d'ouvriers, alors des gens qui viennent des milieux, des sections syndicales. Alors, ce sont des ouvriers qui sont venus dire oui, entente de principe satisfaisante, maintenant, allons voir les membres avec ça. Alors, c'est présentement ce qu'on fait, c'est qu'on la présente aux membres, mais ce sont les membres qui ont le dernier mot. Alors, les membres là, vont voter, sont appelés à voter sur cette entente-là du 7 septembre au 10 septembre. Alors, c'est eux qui ont le dernier mot. C'est à eux de dire oui, pour moi, je trouve que cette entente-là, elle est satisfaisante. Je veux que ça devienne mes conditions de travail pour les prochaines années, c'est-à-dire jusqu'au 31 mars 2023, ou non, je ne trouve pas que c'est satisfaisant, je trouve que je suis insatisfaite ou insatisfait, il en manque encore. Alors, ce sont vraiment les membres qui vont décider, c'est eux autres qui ont le dernier mot. Puis, qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond, les membres qui disent ben, moi, je trouve que c'est pas satisfaisant. Est-ce que ça veut dire tout simplement ben, que Maryse va retourner négocier et ramener quelque chose de plus élevé? J'aimerais ça, là, Julien, dans le fond, de dire au Conseil du Trésor, par exemple, les ouvriers ont rejeté l'entente de principe, puis que là, le Conseil du Trésor dit oh mon Dieu, les ouvriers sont insultés, je vais en mettre plus à la table. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, quelqu'un qui dit je vote contre l'entente de principe, il a absolument le droit de le faire. Je veux que ça soit très clair. Mais maintenant, il y a une chose aussi. Mais ce que j'entends, c'est alors, je suis insatisfait ou insatisfaite et je suis prêt à me battre pour en avoir plus. Là. Parce que, tu sais, moi, sur la table de négociation avec le comité, là, depuis 2019 qu'on dit à l'employeur ce qu'on veut, depuis 2019 qu'on a mis tous nos arguments sur la table, les études, etc., les retards salariaux, là, le Conseil du Trésor sait très bien ce qu'on veut. Le Conseil du Trésor connaît très bien nos arguments. Finalement, 2 ans plus tard, ou presque 2 ans plus tard, on arrive avec cette entente-là. Fait que là, si vous en voulez plus, ben moi, là, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. À part d'apprendre à le dire en allemand, là, Julien, je ne sais pas ce que je pourrais dire de plus. Mais ce que ça veut dire à ce moment-là, c'est que les ouvriers me disent, ben il n'y en a pas encore assez, puis je vais me battre pour en avoir plus. Alors, si je vote non, c'est ça que ça veut dire. T'sais. Moi, je veux que tout le monde soit conscient, je l'ai souvent dit, la négociation, c'est un rapport de force qui s'installe. Ça peut pas être le rapport de force là, du côté syndical, ça peut pas juste être le comité de négociation, toi, les ouvriers, puis moi, puis Pierre-Alexandre, là, notre économiste. Ça peut pas juste être ça. Ça veut dire qu'il y a une masse d'ouvriers puis qui vont, à partir de maintenant, démontrer leur insatisfaction. Moi, c'est à ça que je m'attends, si jamais l'entente est refusée. Je pense que c'est très clair. C'était pas en allemand. Je pense qu'on comprend bien. Il y a une autre question également en ce qui concerne la prime de 10 qui a été obtenue par le SFPQ pour environ 35 des membres ouvriers, là, pour cette fois-ci en tout cas. Donc, on parle des Coquelecs, mécanos, chefs d'équipe, etc. C'est marqué que cette prime-là pourrait se terminer en septembre 2023, qu'elle va comme être évaluée. Puis là, ben, il y a des ouvriers qui se posent la question, ça veut-tu dire que la prime, dans le fond, s'applique simplement pour cette période de temps-là? Donc, c'est quoi notre évaluation de cette situation-là? Est-ce que ça peut être une prime qui va s'étendre sur très longtemps? Ben, en fait, bon, alors là, dans le fond, Julien, cette prime-là, elle est donnée pourquoi? Elle est donnée parce qu'il y a une pénurie dans des corps d'emploi très spécifiques. Alors, pénurie égale prime. OK, là?
La journée où on apprend qu'il n'y a plus de pénurie, est-ce que la prime pourrait disparaître? La réponse est oui. C'est pas pour rien qu'on a mis dans l'entente de principe, il y a un comité, et ce comité-là va continuer à analyser la pénurie dans ces corps d'emploi-là, puis on ajoutait les ouvriers, on en a parlé tantôt. Les études, présentement, ce qu'elles nous démontrent, c'est que la pénurie, là, si un jour elle se résorbe, ça ne sera pas avant 2030. Fait qu'on a encore, c'est encore loin. Ceci dit, il faut bien mettre une date à un moment donné. Fait qu'on a mis la date du 30 septembre 2023. Est-ce que ça veut dire que le 30 septembre 2023, le gouvernement pourrait dire, pas la pénurie, mais la prime arrête? Bien sûr qu'il pourrait le dire. Mais si la pénurie est encore là, je ne vois pas comment il pourrait faire ça. Puis tu sais, là, la prime des ouvriers spécialisés, c'est un leg qu'on a depuis la dernière négociation. En 2016, on était venu mettre aussi une date. 31 mars 2020, les ouvriers qui l'avaient déjà pouvaient la perdre. Personne n'a rien perdu, même si le gouvernement nous avait menacés. Là. Fait que, tu sais, on le sait aussi, quand arrive une négociation, là, toute la convention collective est ouverte. Il n'y en a pas de droits acquis. Là. Fait que quand je négocie, là, ben, le gouvernement pourrait venir essayer de récupérer des choses qui sont déjà dans la convention. Fait que moi, là-dessus, je veux vraiment rassurer les gens. Oui, c'est le 30 septembre. Ça va jusqu'au 30 septembre 2023. On va faire les travaux, puis on va démontrer qu'il y a encore une pénurie parce que, selon moi, ça ne sera pas résorbé. Puis le gouvernement n'aura pas de raison de l'enlever. Alors, tu sais, là-dessus, là, c'est pas vrai que parce qu'il y a une date, à partir du 30 septembre, il n'y aura plus rien qui va exister. Là, c'est pas vrai. Puis, je pense qu'au contraire, notre objectif de négociation pour les prochaines fois, sans présumer de la volonté des membres, mais ça va être d'étendre potentiellement l'application d'une telle prime parce que la pénurie dans les corps d'emploi ouvriers, il y en a beaucoup, puis elle est très, très importante. Toujours par rapport à cette prime-là, Maryse, on a eu quelques questions. Est-ce que cette prime-là, potentiellement, pourrait être appliquée sur le temps supplémentaire éventuellement? En fait, dans la dernière ronde, là, ça ne s'appliquait pas sur le temps supplémentaire. Maintenant, on sait que la CSQ, donc le syndicat des enseignants, pour leurs ouvriers, ont gagné une sentence arbitrale. Alors, pour nous, ça sera le prochain combat qu'on va mener, c'est-à-dire que la prime des ouvriers s'applique aussi pendant que je suis en temps supplémentaire. Donc, ce n'était pas le cas avant. On a bon espoir que ça puisse être le cas par la suite. Je comprends bien. On ne sait pas. Est-ce que l'employeur a porté cette sentence-là en appel? Alors, on va faire nos vérifications, mais ça risque d'être notre prochain combat. Dernière question pour toi, Maryse, avant de te quitter. On a lancé cette négociation-là du côté des ouvriers avec un objectif qui était assez ambitieux, qui était de 150 $ par paye, dans le fond d'augmentation, si on veut. Quand on cumule les différents gains de l'entente de principe qui est avancée, on est où par rapport à 150 $? Est-ce qu'on est très loin? Est-ce qu'on l'obtient pour tout le monde? On en est où, sans pouvoir faire évidemment de chaque cas individuellement? Là? Je te dirais, Julien, pour nos ouvriers, en tout cas, ceux qui ont la prime des ouvriers spécialisés, là, le 150 $ par paye, il est atteint. Pour les autres, on parle de 100 $ par paye. Alors, on avait dit 150, c'était notre objectif. Maintenant, c'est un objectif de négociation. Hein? Alors, on est parti et on a dit c'est ça qu'on vise. Alors, moi, je suis capable de te dire aujourd'hui que pour le tiers de l'unité d'accréditation ouvrier, l'objectif est atteint. Puis pour les autres, on parle de 100 $ par paye. Donc, on est relativement proche pour plusieurs. On l'atteint pour une bonne partie également. Donc, c'est l'état des choses actuellement. Parfait. Absolument. Bon, ben, merci beaucoup pour toutes ces informations-là, Maryse. Et puis, on va attendre avec beaucoup d'intérêt, je pense, le résultat du vote de tous les membres ouvriers. Merci, Julien. Merci d'avoir été des nôtres encore une fois. On vous rappelle que pour pouvoir vous exprimer et voter sur l'entente de principe qui vous est proposée, vous devez devenir membre et vous pouvez le faire à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran.